Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. En Tunisie, Béji Caïd Essebsi a remporté la présidentielle avec 55,68% des voix. Le nouveau président incarne l'histoire de la Tunisie autant que le front anti-islamiste. Portrait de ce dernier dans ce journal. Tension politique croissante au Gabon, des violences ce samedi après un meeting de l'opposition ont fait au moins une victime. Des médiations sont en cours dans le pays depuis le 22 décembre afin d'apaiser les différentes parties. 35% de la population camerounaise souffre d'hypertension artérielle. Le Cameroun fait d'ailleurs partie des pays les plus touchés en Afrique subsaharienne. On y enregistre en moyenne 17 000 cas de décès par an. Nous verrons que des actions de sensibilisation se multiplient dans le pays. Béji Caïd Essebsi, le nouveau président de la Tunisie, prend la destinée d'un pays qui, 4 ans après sa révolution historique, vient de clore un chapitre important dans le processus de sa normalisation institutionnelle et politique. Le portrait du nouveau chef de l'État nous est proposé par Birama Saounera. Plusieurs fois ministre sous Bourguiba, président du Parlement sous Ben Ali, le nouveau président tunisien a une longue et riche carrière politique. Suite à des divergences politiques et idéologiques, il rompt avec le régime Ben Ali en 1991 et s'éloigne de la politique. Il revient sur la scène politique en 2011 durant la révolution du Jasmin comme premier ministre de la transition. Un passage qui lui a permis de bâtir sa notoriété. À la révolution tunisienne, il est venu en sauveur en définitive. Il est venu gérer une transition difficile après le départ de l'ancien Premier ministre Ranouchi. Il est venu gérer donc une transition et des élections qui ont été de l'avis de tout le monde, bien menées, bien gérées. Tout au long de la campagne présidentielle, cet ancien avocat a pu se poser en rassembleur. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi fait figure de garant de la stabilité économique du pays. Le nouveau chef de l'État se présente aussi en homme providentiel. Notre objectif principal, c'est de maintenir la Tunisie comme un État du XXIe siècle et essayer de rattraper les États développés parce que nous avons un retard. L'objectif, c'est de répondre aux préoccupations des Tunisiens et aux exigences du moment. Réagir contre tout de même l'injustice dans laquelle nous vivons, le peu de liberté, la dignité, mais aussi pour des problèmes sociaux. La Tunisie a connu un chômage très important, surtout parmi les gens qui sont diplômés. Béji Caïd Essebsi revendique l'héritage du père de l'indépendance, Habib Bourguiba, une idéologie confrontée au conservatisme des islamistes. Par ailleurs, son parti, le Nida Tounes, est devenu en 2 ans la principale force d'opposition du pays. Aujourd'hui, Béji Caïd Essebsi promet de respecter la nouvelle constitution qui limite les pouvoirs du président de la République. Le président tanzanien Jakaya Kikwete a limogé sa ministre des Questions foncières, Anna Tibaijuka. Il lui est reproché d'avoir reçu $1 million d'une entreprise présumée impliquée dans un scandale de corruption. Elle reconnaît avoir perçu cette somme mais assure qu'il s'agissait d'un don pour la fondation qu'elle a créée en faveur de la scolarité des filles. Ce limogeage est un nouvel épisode d'un gigantesque scandale de corruption impliquant de hauts responsables du pays. Le détournement présumé est estimé à plus de $250 millions. Au Gabon, la manifestation du 20 décembre suscite encore la polémique. Lors de ce rassemblement de l'opposition interdit par les autorités, des heurts ont éclaté à Libreville. Au moins une vingtaine de personnes ont été interpellées. Un étudiant gabonais a également perdu la vie. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas été précisées, mais cet incident s'ajoute aux tensions politiques croissantes. Les précisions d'Idelat Mirabel Bissou. Au Gabon, le climat sociopolitique continue de se dégrader. Après les manifestations de l'opposition qui se sont soldées par un mort, plusieurs blessés et de nombreuses arrestations, l'opposition et le parti au pouvoir sont toujours à couteau tiré. Les derniers événements ont contribué à exacerber les divergences entre les deux camps. Les uns et les autres s'accusent d'être la source du malaise sociopolitique ambiant. Le peuple gabonais s'est aperçu que M. Ali Bongo est un tricheur. C'est sur ce point que nous voulions nous exprimer samedi dernier, mais son ministre de l'Intérieur a bien voulu interdire le meeting que nous voulions organiser.
Voilà un peu la situation dans laquelle se trouve notre pays. Les enquêtes liées à la manifestation du samedi 20 décembre sont en cours. Pour rassurer les populations et instaurer un climat politique paisible au Gabon, le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Bathily, a rencontré l'opposition et les membres du gouvernement lundi. Les autorités en place ont quant à elles réaffirmé leur attachement au dialogue. Le Gabon n'est pas un pays de violence, le Gabon est un pays de paix avec une tradition de dialogue et le dialogue politique, le président de la République Ali Bongo Ondimba est ouvert, il discute avec son opposition, ceux qui acceptent de discuter et ceux qui le reconnaissent bien sûr comme président. Mais voyez-vous, 5 ans après son élection, il y a encore des gens au Gabon qui ne veulent pas reconnaître qu'Ali Bongo est président. Comment voulez-vous qu'ils discutent avec ces gens-là? Et ensuite, de quoi veulent-ils discuter ces opposants? Désormais, les regards sont tournés vers la présidentielle et les législatives de 2016. Ces échéances électorale suscite déjà des inquiétudes au sein de la population. La classe politique est invitée à faire prévaloir la paix et la concorde nationale. Et c'est dans ce contexte qu'a été annoncée la fermeture des dortoirs de l'université Omar Bongo de Libreville au Gabon. Leur fermeture provisoire a été justifiée par des raisons de sécurité. Cette décision n'est toutefois pas du goût des étudiants qui se retrouvent dans des conditions difficiles. Retrouvez les détails dans ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutouma. Les étudiants résidents de l'université Omar Bongo de Libreville ont été sommés de quitter le campus universitaire sans délai ce lundi par une décision du conseil rectoral. Cette décision intervient à un moment où l'université et la ville tout entière sont sous tension. Pour les autorités de l'université, la décision prise vient en réponse aux actes de violence perpétrés au sein du campus les 17 et 18 décembre derniers. Le recteur de l'université Omar Bongo décide la dissolution du bureau de la mutuelle des étudiants de l'UOB et l'organisation d'une nouvelle élection à une date ultérieure. Pour des raisons d'insécurité, exposant les étudiants, le personnel et le patrimoine de l'UOB à des incendies criminels déjà observés sur le campus, les résidences universitaires doivent être évacuées. Pour les étudiants, cette décision du recteur n'a pas tenu compte de la péripétie de la vie estudiantine. Selon eux, la décision ne protège nullement l'étudiant. Nous avons été surpris de savoir qu'une telle mesure soit prise et que le délai pour libérer le campus soit aussi court et que cette décision ne soit pas accompagnée des mesures qu'il faut. On doit libérer certes, mais il n'y a aucune mesure d'accompagnement parce que le constat est qu'il y a des étudiants qui sont ici des résidents qui n'ont pas de parents ici à Libreville. Le communiqué rectoral, lu sur les antennes de la télévision nationale, a dissous la mutuelle des étudiants dont les dirigeants élus en octobre dernier sont actuellement en prison pour des motifs non encore élucidés. La dissolution de la mutuelle ne devrait pas avoir d'effet sur la libération du campus. Mais aussi, la mutuelle est reprochée de certaines choses, sachant que la mutuelle est responsable devant les autorités des actes posés par les étudiants, ils auront pu se limiter seulement à la dissolution de la mutuelle. Si la décision de fermer les dortoirs a du mal à passer, les autorités rectorales assurent pourtant qu'elle est conforme à l'article 27 du statut des universités nationales et des établissements d'enseignement supérieur public du pays. La reprise des cours à l'université est annoncée pour le 5 janvier 2015. L'heure est au bilan en cette fin d'année. Pour le continent africain, l'année 2014 a été ponctuée de riches événements. La montée en puissance des groupuscules extrémistes, l'enlèvement de plus de 200 Nigérianes, l'apparition de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, en passant par le renversement du président burkinabé chassé sous la pression de la rue. Mais 2014, c'est aussi la première élection libre en Tunisie. Plusieurs avancées et encore de nombreux défis à relever, notamment sur le plan de la stabilité sociopolitique, comme nous l'explique la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. We are approaching the end of 2014, which has been a challenging but also an exciting year for Africa. Nous tendons vers la fin de l'année 2014, qui a été une année pleine de défis, mais aussi d'accomplissements pour le continent. Nous avons dû faire face à l'épidémie dévastatrice d'Ebola et le continent est depuis entièrement mobilisé pour y faire face. Dans le cadre de la lutte contre cette maladie, nous avons mis sur pied un partenariat inédit avec le secteur privé pour lever des fonds et même des citoyens ordinaires ont fait des dons à travers une campagne d'SMS. Ce soutien nous a permis de déployer du personnel médical dans les pays affectés. Nous remercions tous ceux qui se sont engagés dans ce combat et nous souhaitons beaucoup de courage aux populations des pays touchés afin qu'elles continuent à se battre. En 2015, nous espérons renforcer le partenariat que nous avons créé avec le secteur privé à l'occasion du lancement de la Fondation de l'Union africaine et ainsi lever plus de fonds pour l'organisation. Nous nous sommes mobilisés pour définir l'agenda pour la prospérité du continent à l'horizon 2063.
En 2014, toutes les élections se sont déroulées sans encombre, notamment à une grande mobilisation des électeurs. Nous nous préparons à faire face aux défis liés aux élections de 2015. Toutefois, nous sommes optimistes qu'avec l'aide des électeurs et des gouvernements, les processus électoraux se dérouleront sans heurts. Je profite donc de cette occasion pour souhaiter à tous une année de paix et de prospérité. Let me take this opportunity to wish everyone a very prosperous, peaceful and L'hypertension artérielle est la deuxième cause de mortalité après le paludisme en Afrique. Malgré les nombreuses victimes chaque année, les politiques de lutte contre cette maladie tardent à se mettre en place. C'est notamment le cas au Cameroun où 35% de la population est touchée. Un reportage de Narcisse Ndombé, notre correspondant au Cameroun. L'hypertension artérielle au Cameroun et en Afrique est devenue l'une des principales causes de mortalité chez les adultes selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. L'accident vasculaire cérébral AVC, qui est la forme de complication la plus fréquente de cette maladie, est responsable de nombreux décès et paralysies chaque année sur le continent. Avec environ 4 millions de personnes touchées, le Cameroun est l'un des pays africains les plus atteints. Une situation préoccupante pour les spécialistes du cœur qui décrit l'absence d'une politique gouvernementale pour faire reculer la maladie, qualifiée de tueur silencieux. L'hypertension reste encore un ennemi dangereux négligé. Un ennemi dangereux, public dangereux, négligé. Je dirais même que c'est l'ennemi public numéro 1 dans notre pays aujourd'hui. Parce que c'est la maladie qui, après le paludisme, touche plus de 35% de la population adulte. Si vous prenez la population actuelle du Cameroun, vous prenez des gens âgés de 18 ans et plus, 35% au moins de cette population souffre d'hypertension. Mais la population n'en est pas conscient de la gravité. Parmi les actions urgentes à mener selon les médecins, figure en bonne place la sensibilisation contre la consommation excessive de sel. Celle-ci doit se faire auprès des populations et des industries agroalimentaires. La consommation de sel est tout à fait excessive. Pour un Congolais, un Camerounais, 4, 5, 6 grammes de sel devraient suffire. Or, nous en mangeons 10, 12 grammes. Et ceci est tout à fait délétère. C'est ça qui explique en grande partie l'hypertension artérielle et d'autres maladies non transmissibles. Donc il s'agit là d'un problème important contre lequel nous devons nous liguer, contre lequel nous devons lutter. La prévalence de l'hypertension artérielle augmente de façon préoccupante en Afrique, notamment chez les femmes. D'importants efforts de prévention doivent être fournis par les divers États, au risque de voir le nombre de malades dépasser la barre des 150 millions en 2025, selon une projection faite par l'Organisation mondiale de la santé. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.